Bonjour à toutes et à tous. En fait, l'émission d'aujourd'hui s'inscrit dans le contexte de la 35e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones qui, justement, a lieu ces jours-ci à Tunis. Et nous voudrions aujourd'hui prolonger la réflexion de cet AIMF sur le rôle des maires et des élus locaux, et en particulier prôner une prise de responsabilité accrue de leur part, une recherche accrue d'initiatives et d'innovation dans 3 domaines particuliers. Nous voudrions essayer aujourd'hui, avec nos amis que je vais vous présenter dans quelques secondes, nous voudrions trouver un plaidoyer pour concevoir ce rôle comme un rôle de médiateur, comme un rôle d'ambassadeur, comme un rôle d'intercesseur à 3 niveaux. Au niveau international, dans la relation des maires avec leurs partenaires étrangers, au niveau du gouvernement, et ça c'est une chose qui nous paraît évidemment très importante, il faut que les maires puissent avoir un dialogue, une coordination avec le gouvernement central, et évidemment au 3e niveau, le niveau local, avec leurs administrés, avec 2 a priori. Pour que la chose soit possible, il faut une décentralisation du pouvoir, il faut une plus grande autonomisation de leur administration, et il faut évidemment les moyens financiers nécessaires. Avec moi aujourd'hui pour ce débat, Madame Antoinette Montaigne, ancienne ministre de la République centrafricaine, ancienne ministre de la Réconciliation nationale et de la communication, également ancienne porte-parole de la présidence. Madame Colette Breckman, que j'aime présenter comme la Madame Afrique, même si ça ne lui plaît qu'à moitié, comme la Madame Afrique de la Belgique. Elle est très connue à la fois comme journaliste et comme écrivain. Nous avons aussi le recteur Maïla, Joseph Maïla, professeur à l'ESSEC, et ancien directeur de la prospective au Quai d'Orsay. Et enfin, un ancien député, un ancien ministre, et un professeur à l'université du Cheikh Anta Diop à Dakar. Je les remercie beaucoup d'être là aujourd'hui, et nous voudrions, dans l'heure qui nous est impartie, diviser ce débat en 3. Nous allons consacrer notre attention au phénomène de démographie galopante et d'urbanisation quelque peu débridée, ensuite passer à la jeunesse et aux problèmes de l'emploi, et dans un 3e temps au problème des infrastructures, en essayant à chaque fois de voir et de dégager des esquisses de solutions. Monsieur le recteur Maïla, vous avez travaillé sur ce phénomène de mégapolisation. Que pourriez-vous nous en dire? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, je crois qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ce qui s'impose aujourd'hui, c'est cette tendance confirmée, amorcée au XXe siècle, confirmée en ce début du XXIe siècle, cette tendance vers des villes de plus en plus grandes, de plus en plus tentaculaires, ce qu'on appelle aujourd'hui des villes pieuvres. Songez qu'au XXe siècle, 200 millions de personnes vivaient dans les villes. À la fin du XXe siècle, ils étaient près de 3,5 milliards, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la moitié des habitants de la planète vivent dans des villes. Et en 2050, 70% de la population mondiale vivra dans des villes. Bien entendu, il faut avoir ce chiffre en tête parce que le rôle du maire sera un rôle tout à fait différent dans cet accroissement de la ville, cette mégapolisation des villes du monde. Il faut penser aussi que chaque heure, il y a 35 personnes de plus à Lagos, 40 personnes de plus à Khartoum, 60 personnes de plus à Shanghai et à Manille.
Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, on a affaire à des villes qui s'étendent de plus en plus. Le Grand Shanghai aujourd'hui, qui représente ce que l'urbanisation massive qu'on tente d'organiser, elle n'est pas aussi chaotique qu'on le dit, mais c'est vrai que ça va très vite et que les pouvoirs publics sont souvent dépassés. Songez que la surface du Grand Shanghai aujourd'hui, c'est la Suisse, c'est 4 fois la surface de la Suisse, de la Belgique et de la Hollande. Et donc, dans ce contexte-là, il faut avoir en tête, puisque c'est le Sud qui nous concerne plus particulièrement, que 95% du développement rural se fera dans le Sud. Bien entendu, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Cela implique une reconfiguration du rôle des maires aujourd'hui, que ce soit au plan logistique, au plan social, au plan politique, mais vous l'avez indiqué, avec les différentes relations qu'un maire doit avoir à différents niveaux, avec les différentes instances nationales, locales, et de plus en plus des villes qui sont véritablement des partenaires internationaux. Ce ne sont plus les États, ce sont aujourd'hui des villes qui entretiennent des relations de type diplomatie urbaine avec d'autres villes du monde. Je vous comprends bien et je comprends surtout que le phénomène de mégapolisation est un phénomène mondial. Mais dans un contexte africain, le rôle de l'accroissement démographique est tout à fait particulier. On assiste à quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est sûr qu'il y a ce mouvement vers la mégapolisation, mais néanmoins l'Afrique fait face à un problème colossal qui est celui d'un doublement de sa population dans les 25 ans à venir. On sait très bien qu'à 3%, 3,5%, la population double tous les 20 ans. C'est un défi absolument formidable et je pense que les maires, comme les gouvernements, sont à la recherche de solutions. Madame Montaigne, je vais rester du même côté. Est-ce que vous avez des considérations à faire, bien que vous veniez vous-même d'un pays qui échappe à cette statistique, puisque la RCA est plutôt sous-peuplée? Merci de nous inviter à échanger ici dans le cadre des activités, la 35e Assemblée de l'AIMF que nous saluons, avec toutes ces initiatives qui permettent aux élus locaux et notamment aux élus francophones de pouvoir partager entre eux les enjeux et les défis que vous avez énoncés ici, et notamment par la voix du professeur qui a bien dit comment la mégapolisation qui va arriver demain est un véritable challenge pour également les élus locaux, notamment en Afrique. Effectivement, ces élus, face à ce doublement de la population qui arrive en Afrique francophone notamment, il est très important que les maires et les élus s'organisent pour pouvoir être les acteurs de changement. Et ces acteurs de changement doivent également impulser au niveau local, s'organiser et créer des dynamiques pour sortir de la gestion quotidienne, parce qu'aujourd'hui, peut-être que ce qui est dit par la voix du professeur, ces défis importants qui arrivent en Afrique, les élus ne le perçoivent pas toujours. Je prends le cas de la République centrafricaine qui est vraiment en crise aujourd'hui, où l'enjeu c'est la survie au quotidien. Les élus sont vraiment démunis dans les moyens d'agir au quotidien pour pouvoir organiser et penser l'avenir. Donc, c'est tous ces enjeux qui méritent d'être posés et pour permettre aussi que demain l'AIMF puisse être cet acteur d'accompagnement des élus en Afrique, notamment des élus des pays en crise comme la République centrafricaine, pour ne pas les abandonner, mais surtout venir à leur côté, les aider à sortir du quotidien, les aider à penser des nouveaux projets pour faire face à ces défis avec notamment toutes les populations, parce que là aussi, il faut rappeler qu'en temps de conflit, certains se sentent un peu abandonnés, d'où les crises identitaires, les crises confessionnelles et les multiples conflits qui se posent en Afrique, mais aussi à l'intérieur des villes qui sont frontalières. Et donc, l'État, l'administration étant fragile dans beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui, il est important que les maires veillent aussi à s'organiser pour regarder le bien-être de tous à travers les créations frontalières et puis impulser des partenariats vers des discussions, comme on a vu entre Brazzaville et Kinshasa, dans la gestion des flux migratoires. Et c'est tous ces enjeux qui méritent d'être posés. Merci. Je me tourne vers Monsieur le ministre. Monsieur le professeur, pourquoi
est-il si difficile devant ce problème que personne ne conteste, à savoir un accroissement démographique qui n'est pas contrôlé? Pourquoi est-il si difficile de parler de solutions comme un meilleur contrôle de la fécondité, une baisse de la fécondité? Je rappelle qu'il y a 5, 6, 7 enfants par femme et que un pays comme l'Iran, en moins d'une génération, est arrivé à deux enfants par femme. Pourquoi ne me parle-t-on pas de développement rural? Quelles sont effectivement les solutions que l'on pourrait envisager à ce problème d'accroissement démographique et de moindre mégapolisation? On sait très bien tous les problèmes qui se posent avec les bidonvilles. Est-ce que ce n'est pas le moment de complètement revoir le développement rural et de concevoir des solutions dans le domaine du planning familial ou de l'éducation des femmes? Merci, Monsieur l'ambassadeur. Vous avez bien raison de soulever cette question. Je pense que les chiffres donnés tout à l'heure par le professeur Maïla sont assez édifiants par rapport à l'ampleur du phénomène et du défi, mais malheureusement aussi, surtout face aussi à l'ampleur du tabou qui couvre ce sujet. Bien, dans beaucoup de pays d'Afrique, ça devient une dimension culturelle, alors que la considération devait être économique, devait être politique. En plus de ces chiffres, il faut noter que déjà, vers 2030, presque la moitié de la population africaine va vivre dans des bidonvilles, dans des conditions précaires, soulevant ainsi des défis de santé, des défis de cohésion sociale, des défis sécuritaires, en plus maintenant des enjeux économiques dans un continent où, en défi des chiffres de croissance, des taux de croissance qui sont aujourd'hui parmi les meilleurs dans le monde, mais les productions de la richesse, l'évolution de la croissance économique ne sont pas à la hauteur de la croissance démographique. Dans un changement de paradigme dans ce monde, actuellement, il faut noter une chose. L'Africain a toujours perçu en fait, l'enfant comme un don du ciel, c'est-à-dire les deux bras et non pas la bouche à nourrir, avec cette croyance populaire selon laquelle toute bouche ouverte trouvera moyen de s'épanouir sur terre ou bien se trouvera sous la tombe. Mais si on se rend compte que pendant il y a plusieurs décennies, mais c'est la production manuelle, c'est la production rudimentaire. On avait besoin de bon nombre pour produire des richesses, mais aujourd'hui, le monde évolue en se modernisant. Là où 10 personnes évoluaient, on a besoin d'une personne ou de 2 personnes pour produire en quantité beaucoup supérieure, avec moins de ressources humaines mobilisées. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut noter que l'Afrique doit enfin bousculer ce tabou, avoir le courage de poser le débat, engager l'ensemble des acteurs majeurs, les leaders d'opinion, que ce soit les leaders religieux, que ce soit ceux qui sont bien entendus dans tous les domaines, la presse et les politiques, pour poser un débat inclusif autour des questions, pour montrer enfin que nous allons vers un mur que nous risquons de cogner. Et je pense que l'explosion démographique, comme on le dit aussi, va engendrer l'explosion sécuritaire et créer des défis qui vont être plus difficiles. Dans un contexte également marqué par les conséquences néfastes des changements climatiques. Avec cette croissance démographique, c'est aussi beaucoup de consommation énergétique. C'est beaucoup de production de déchets, sans moyen de transformation efficace de ces mêmes déchets. C'est également la ruée du monde rural vers les mégapoles, ce qui crée une urbanisation sauvage, déréglementée, sans assainissement, avec des conditions de vie tellement précaires. Je pense que tout cela mérite d'être posé, mérite d'être mesuré, et enfin que ce tabou s'effondre et que l'on puisse dire programmons, planifions. Mais le plus grave, qu'on oublie souvent, c'est le fait que même dans beaucoup de pays, cet effet n'est pas suffisamment bien mesuré sur des bases très scientifiques. L'état civil pose un problème. Quels sont les pays d'Afrique qui vont vous dire le nombre de naissances, les causes de décès, les flux migratoires, les causes de ces flux, de ces mouvements, mais on ne le maîtrise pas. Donc l'enjeu de l'état civil, c'est là où maintenant les maires africains surtout est interpellé. C'est là où les gouvernements centraux sont interpellés. Car il n'y a pas de planification de développement efficace et durable sans état civil fiable. Mais se cacher derrière des aspects culturels pour ne pas s'adresser directement à ces questions va remettre en cause toute la crédibilité de l'ensemble de nos projections, et la prospective en souffrira beaucoup. Merci beaucoup. Madame Reckman, vous êtes une spécialiste de terrain. Comment voyez-vous tout cela à partir de votre expérience dans les Grands Lacs, où vous savez mieux que personne que la densification au kilomètre, que les problèmes fonciers
sont évidemment la cause d'énormément de crises. Voyez-vous, d'après votre expérience, quelques solutions possibles à ce problème d'accroissement non maîtrisé de la démographie? Oui, je voudrais d'abord dire qu'il y a une question de perception. C'est que souvent en Afrique, les gens ont encore le sentiment qu'ils ont le droit d'avoir beaucoup d'enfants, d'aller vers les villes et de faire, non pas un exode rural uniquement vers les villes et uniquement depuis les villes vers l'Europe, mais de faire des allers-retours. C'est-à-dire que les jeunes vont, avec les moyens de communication, les mototaxis, les taxis-brousses, etc., ils vont vers les campagnes extraire des ressources minières par exemple, qui vont servir à payer leurs études en ville. Et donc, il y a interaction. Ils vont vers l'Europe pour envoyer de l'argent à leur famille dans les villes ou à la campagne. Il y a donc des échanges qui se produisent. Alors, un deuxième point, c'est que il y a aussi cette perception optimiste, c'est qu'on a le droit d'avoir des enfants et par exemple un récent sondage à Kinshasa montrait que 65% de la population croyait que demain serait meilleur qu'aujourd'hui et que donc on pouvait avancer, on pouvait avoir des enfants. Donc il y a, et c'est contraire à ce que disent les agences de développement qui ont des projections plutôt pessimistes, il y a un certain optimisme de la base qui ne pousse pas à réduire les naissances malgré tout ce que ça peut avoir de préoccupant. Et je me rappelle que hier, dans nos débats à l'IMF, le maire de Kigali disait pour la réduction des naissances, c'est d'abord l'éducation. C'est que les gens comprennent qu'on ne peut pas payer des études à 6 ou 7 enfants et que donc on doit nécessairement réduire les naissances. Mais je crois que ça viendra de soi-même. Et une dernière remarque, c'est qu'à l'échelle de l'économie monde, si vous voulez, l'Afrique est encore sous-peuplée et le gap démographique des 5 derniers siècles de l'Afrique, dû à la traite négrière, à l'exploitation coloniale, ce déficit arrive seulement maintenant à être comblé. Et qu'il y a encore cette perception, on a le droit de peupler la terre et de se développer, même si ça cause des problèmes, il y a peut-être un certain aveuglement. Et c'est là que les autorités publiques peuvent jouer, éclairer leurs concitoyens, leur donner des moyens aussi de perception des choses, de persuasion, de réduire ce poids démographique. Mais je pense que là, l'éducation, les conditions de vie vont certainement jouer. Oui, je vous remercie. Nous allons conclure sur ce premier sujet en considérant qu'il y a en Afrique, par exemple, Maurice, qui a réussi des programmes de planning familial et que, par ailleurs, en comprenant parfaitement les arguments que vous avez exposés, Madame, il y a une sorte de déni devant l'urgence à trouver des solutions. Et je reviens à mon idée de développement rural qui a été abandonnée depuis des décennies et qui constituait pourtant l'essentiel de l'action de la Banque mondiale sous McNamara jusqu'en 1978. 30% du budget de la Banque mondiale est maintenant plus grand-chose. Des erreurs ont été faites par la communauté dite internationale. Et je pense que le moment est venu de mettre l'accent sur l'accroissement de la rentabilité de cette agriculture. Il faut essayer de laisser le plus de personnes en dehors de ces villes. Le deuxième sujet est très lié au premier, puisque on nous dit à propos de la jeunesse qu'elle peut être la richesse de l'Afrique, elle peut être aussi une plaie d'Égypte, ça dépend comment on considère la chose. C'est un peu le même sujet que la démographie, mais on entend des gens qui disent la jeunesse est la richesse de l'Afrique. Absolument. On sait qu'en 2050, il y aura 360 millions de jeunes Africains contre seulement 120 millions de Chinois, la Chine ayant depuis longtemps une politique de dénatalité. Alors si ces 360 millions sont nourris, sont éduqués, sont logés et ont du travail, c'est une énorme richesse. Mais si cette même jeunesse est sans éducation, sans avenir, sans espoir, et qu'elle réalise les inégalités, cela devient un problème considérable.
Monsieur le professeur Maïla, vous êtes un spécialiste, en fait, de la violence et de ces problèmes de jeunesse qui sont identifiés par l'ONU, d'ailleurs, comme je cite un rapport de l'ONU de 2012, comme le facteur le plus dangereux et déstabilisant. Effectivement, cet écart croissant entre jeunesse et emploi, puisque l'Afrique est un continent qui se développe sans une croissance du secteur manufacturier. C'est le seul continent qui n'aurait pas passé par le secondaire. Il est dans le primaire avec son agriculture et il est déjà dans l'avenir avec ces technologies, en particulier dans le domaine de la communication. Que pensez-vous de tout cela et comment maîtriser cette violence inhérente à cette situation et comment éviter qu'elle soit récupérée par des idéologies dangereuses comme le salafisme? Oui, monsieur l'ambassadeur, c'est vrai, et je vais me permettre de rebondir sur une question qui a été avancée, une précision qui a été apportée par le ministre tout à l'heure. Effectivement, quand on parle de la densification, de la massification des villes, c'est un paramètre qui, d'abord, est une tendance générale. Il faut bien entendu la moduler, la répartir entre des pays qui sont inégalement pourvus du point de vue de la population. Il y a d'autre part aussi la fin d'un phénomène qui était celui de l'exode rural. Aujourd'hui, la ville s'impose comme un pôle attractif par lui-même. Et si on remet ça dans le contexte de certaines régions africaines, la jeunesse, l'urbanisation ne peuvent pas se laisser séparer de la conflictualité. Et effectivement, Madame le ministre parlait tout à l'heure de déplacement de population, de migration entre Kinshasa et Brazza. Dans la région des Grands Lacs, c'est un peu la même chose. Et on assiste aujourd'hui à une espèce de superposition de facteurs. La ville, plus les conflits, plus une jeunesse qui a, dans certaines parties de l'Afrique notamment, servi comme enfants soldats et qui se retrouvent démunis avec tous les programmes qu'on essaye de faire aujourd'hui pour les réhabiliter et les réinsérer. Et donc se pose effectivement une conjugaison de la pauvreté, de la migration forcée, du sous-emploi, avec des dynamiques, effectivement, trois dynamiques, pour faire vite, que j'appellerais d'abord des dynamiques de segmentarité. La ville s'étend, la ville rassemble de plus en plus de monde, mais la ville ne fait pas sens commun, ne fait pas monde commun, ne fait pas ville commune. Et donc on va assister à des segmentarisations, des sectorialisations dans la ville. Le deuxième, c'est effectivement le fait, en dépit bien entendu, du fait que la pauvreté a reculé. De manière générale, puisqu'on est passé, grâce aux ODD, à peu près 9,6% de la population mondiale en dessous du seuil de la pauvreté, ce qui est excellent. Mais allez voir dans le détail, vous verrez que dans des villes, la situation du Congo, de ce point de vue de la RDC, est extrêmement grave. Hein, et donc, il faut prendre en considération cela. La pauvreté, la segmentarité, la radicalité. Et là, effectivement, cette jeunesse sans emploi, désemparée, qui a connu pour certaines d'entre elles, pour une grande partie d'entre elles, la guerre, ce que nous appelons une socialisation sauvage, c'est-à-dire une éducation qui a été faite dans des conditions terribles, dans lesquelles on n'intègre pas les principes de la citoyenneté, du vouloir vivre en commun, et laissée à elle-même avec des valeurs qu'elle va monter en épingle, si j'ose dire, va se constituer un imaginaire de violence, va se constituer une ville qui n'est pas leur ville, qui est une ville peut-être dans l'au-delà, si on va dans le sens des radicalités religieuses, et qui ne correspond pas à la ville réelle, et pour laquelle beaucoup de jeunes sont capables de mourir, simplement parce que la cause réelle pour laquelle ils pourraient se battre pour être insérés, notamment par le biais de l'éducation, n'existe plus. Et c'est cette combinaison de facteurs qu'il faut combattre. On l'a dit hier à l'occasion de l'organisation de l'Assemblée générale de l'AMF dans ce débat général que nous avons eu. La clé, c'est l'éducation. C'est-à-dire des moyens de compréhension du monde moderne, savoir qu'est-ce qui se passe, et deuxièmement, des clés d'intégration. Parce que l'éducation, c'est le savoir, mais l'éducation, c'est le savoir-faire.
c'est-à-dire la formation, la professionnalisation et à terme l'insertion dans des réseaux professionnels. Mais tout cela, bien entendu, j'insiste là-dessus et je termine, simplement pour dire qu'aucune variable ne saurait être détachée par elle-même. Il n'y a pas d'unifactoralité, si l'on peut dire. C'est une logique multifactorielle, une combinaison de facteurs négatifs, de statuts négatifs qui peuvent comprendre l'émergence de la violence. Mais en soi, la jeunesse est un dynamisme. L'urbanisation est un plus. Mais encore faut-il que la jeunesse soit canalisée et encore faut-il que l'urbanisation ne soit pas chaotique. Je vous remercie. Je crois que malheureusement, Madame la Ministre, vous êtes la mieux placée ici pour nous parler des difficultés de cette jeunesse et de phénomènes nouveaux comme le déplacement de cette jeunesse dans des bidonvilles qui fait perdre toute solidarité à ce concept qu'était la famille africaine et qui est génératrice d'une violence à laquelle vous assistez, je crois, tous les jours dans votre pays. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je crois que le professeur vient de bien exprimer cette radicalité, cette fragmentation dans les sociétés africaines aujourd'hui est un vrai enjeu de sécurité et d'équilibre, tout simplement à l'intérieur des territoires et entre les différentes régions d'un même pays et dans des sous-régions, notamment comme l'Afrique centrale. Je pense qu'aujourd'hui, concernant la situation de la République centrafricaine, on peut constater que face à l'effondrement de l'État central, le rôle des autorités locales et notamment des maires devait constituer un frein à la déliquescence sociale et être un point de repère au secours de la paix et de la cohésion. Or, en République centrafricaine, les deux niveaux se sont effondrés de sorte que les jeunes, étant livrés à eux-mêmes, ont été massivement recrutés par les groupes armés et c'est ça qui crée le tableau complexe de la situation centrafricaine et au-delà. Parce qu'en Centrafrique, il y a également des jeunes venus des pays frontaliers qui sont dans des difficultés également d'avenir, de perspective, qui sont venus aussi grossir la crise centrafricaine. On a même parlé de mercenariat, mais c'est vraiment un schéma très complexe. Pour revenir à ce que Madame a dit tout à l'heure, entre la question de la perspective, la perception et les perspectives de croissance ou de développement, parce que disait-elle qu'en Afrique, on continue de penser qu'on peut faire des enfants, on pense que l'avenir sera meilleur, alors que les perspectives économiques, les études économiques prouvent le contraire. Et là, ça me permet de rebondir sur la question de l'information. L'information également des collectivités locales, des autorités locales que sont les maires. Ces informations qui sont des informations de sociétés organisées de l'Occident qui a la capacité de mener des études, même en dehors de l'Occident, qui nous aident à nous regarder alors que nous-mêmes là-bas, on ne se regarde pas. C'est très important que dans le cadre de l'AIMF, que ces questions soient prises en considération sur comment faire demain pour que les États africains, aidés par l'AIMF en ce qui concerne les autorités locales ou les autres acteurs multilatéraux qui peuvent accompagner à décoder les perspectives de développement pour que, après, à leur tour, les élus locaux puissent informer les populations. Parce qu'à ce niveau, il n'y a pas d'information et c'est pour ça que les gens continuent de faire, les populations continuent de faire comme si ces défis n'étaient pas posés. Maintenant, comment on peut faire pour sortir cette jeunesse de la question de sous-emploi? Je pense que la question de l'avenir et du sous-emploi